How dare are you? Comment osez-vous? C'est un peu le j'accuse de Greta Thunberg cette semaine à New York. Son ton percutant a fait l'effet inverse. Elle a essuyé une avalanche de critiques et de moqueries. Greta Thunberg, pourquoi tant de haine? La jeune Suédoise n'est pourtant pas la première ado à avoir été invitée à la tribune des Nations Unies pour interpeller les grands de ce monde. Il y avait eu avant elle une jeune Canadienne. Elle s'appelait Severn. Regardez, nous avons mis en regard ces deux discours à 27 ans d'intervalle. Nous sommes un groupe d'enfants de 12 à 13 ans qui essaient de changer les choses. Nous avons réuni tout l'argent pour venir par nous-mêmes, faire 8000 km et vous dire à vous les adultes que vous devez changer vos habitudes. Je ne devrais pas être là. Je devrais être à l'école, de l'autre côté de l'océan. Je suis ici pour parler au nom de toutes les générations à venir. Vous avez volé mes rêves et mon enfance avec vos paroles creuses. J'ai peur d'aller au soleil dehors maintenant à cause du trou dans la couche d'ozone. J'ai peur de respirer l'air car je ne sais pas quelle substance chimique il contient. Des gens souffrent, des gens meurent, des écosystèmes entiers s'écroulent. Perdre mon futur, ce n'est pas comme perdre les élections ou quelques points en bourse. Vous ne parlez que d'argent et de contes de fées à propos d'une croissance économique qui serait éternelle. Comment osez-vous? N'oubliez pas pourquoi vous assistez à ces conférences. Comment osez-vous continuer à regarder ailleurs et venir ici dire que vous faites suffisamment quand les politiques et les solutions nécessaires ne sont nulle part en vue? Ce que vous faites me fait pleurer la nuit. Ici et maintenant, nous fixons les limites. Le monde se réveille et le changement arrive, que ça vous plaise ou non. Merci. Alors je le disais, 27 ans séparent ces deux discours. Il y en a un, on l'a vu, plutôt policé, plutôt encore gentil, et de l'autre, une ado révoltée au bord des larmes. Greta Thunberg, est-ce que c'est pas 27 ans d'inaction, Louis? Moi, je pense que nos dirigeants politiques et les puissances industrielles qui sont dans ce monde ont peut-être perdu de vue le fait que nous sommes des locataires. On va transmettre cette planète plus tard à d'autres générations et que si on nous l'avait transmise dans l'état dans lequel nous l'avons plongée, je pense qu'on serait très embêté de gérer un tel héritage. Et c'est malheureusement ce qui se profile à l'horizon. Et les interpellations, que ce soit celle de la Canadienne ou celle de la Suédoise, vont dans ce sens. C'est rappeler au bon souvenir des dirigeants qu'ils sont là pour prendre des décisions difficiles, mais que ce n'est pas un travail au niveau seulement des dirigeants. Ça devrait être un travail collectif fait par tout le monde. Et malheureusement, ceux qui sont le plus capables de le faire ne le font pas aujourd'hui. Ça aurait pu être une Africaine, là. On aurait pu avoir une ressortissante de l'une des forêts qui, aujourd'hui, approvisionne le monde en termes d'énergie. Ça pourrait être l'Amazonie, ça pourrait être la forêt équatoriale africaine. Malheureusement, ce n'est pas le cas, mais on doit revenir à cela. Les plus gros pollueurs aujourd'hui ne prennent pas leurs responsabilités et ne diminuent pas la pollution. Louis, d'ailleurs, est-ce que Greta est arrivée jusqu'en Afrique? Non, elle n'est pas arrivée en Afrique encore. Comment vous l'expliquez? Non, pardon, je ne veux pas dire est-ce qu'elle est arrivée physiquement, mais oui. Est-ce que sa symbolique, son image est arrivée jusque-là? Est-ce qu'en Afrique, on trouve son discours, on trouve un écho? Ah oui, bien sûr. Bon, bien sûr que son discours trouve un écho. Il trouve un écho parce que quand vous arrivez aujourd'hui dans la forêt équatoriale d'Afrique, déjà, on parlait beaucoup de l'Amazonie qui brûlait et on a mis très peu l'accent sur la forêt équatoriale du bassin du Congo qui est en train de brûler également, dans les mêmes conditions. On ne parle pas de la déforestation qui est en train de prendre des proportions très importantes dans cette partie-là aussi. On ne parle pas du lac Tchad qui est en train de rétrécir et qui n'arrête pas de rétrécir depuis de nombreuses années maintenant. Donc toutes ces batailles-là sont aujourd'hui des batailles dont on parle sur le continent africain, mais qui ne ressortent pas beaucoup dans la discussion parce que la plupart des dirigeants ne veulent pas voir qu'il y a ce problème. Et soit c'est la corruption qui le fait, soit c'est le manque de prise de conscience qui fait qu'ils ne s'impliquent pas de façon très active dedans. Mais une chose est certaine, c'est qu'il y a aujourd'hui un besoin non seulement d'avoir des discours comme le sien, mais d'avoir des actions et des actions concrètes.
Vous aimeriez, vous, avoir une Greta Thunberg en Afrique, par exemple ? Non, je crois que c'est une affaire qui concerne tout le monde. Il ne faudrait pas parce que le problème avec des idoles comme celle-là, oui, c'est planétaire. Si on a une personne qui porte le discours, on lui trouvera toujours des failles pour affaiblir le propos qu'il tient. Or, si c'est tout le monde qui s'y met, et qui s'y met franchement, on a quand même quelques chances d'y arriver. Et c'est ça aujourd'hui qu'il faut promouvoir. Richard, vous comprenez toute l'émotion qu'elle met, cette jeune fille, dans son discours ? Sur cette intervention-là, je suis beaucoup plus critique que sur celle qu'elle avait faite à l'Assemblée nationale française. Et je suis beaucoup plus critique pour 2 raisons. La première, c'est que l'Assemblée nationale française, elle s'exprimait aux côtés de Valérie Masson-Delmotte, c'est-à-dire aux côtés d'une scientifique. Et elle avait, Greta Thunberg, d'ailleurs, dit, vous savez, moi, je ne m'exprime que sur une situation que les scientifiques peuvent expliquer. Elle s'était tournée à ce moment-là vers la climatologue qui avait donné les informations générales et l'état de la planète. Dans ce cas de figure à la tribune des Nations Unies, moi je suis gêné par 2 choses. D'abord parce qu'elle s'adresse à des chefs d'État. Elle ne s'adresse pas à des parlementaires, elle s'adresse à des chefs d'État pour certains, enfin pour un bon nombre démocratiquement élus, et elle a un ton certes d'indignation que l'on peut comprendre, mais elle ne les prend pas, je dirais, elle ne les invite pas à monter à bord. Et Emmanuel Macron a dit qu'il fallait faire attention de ne pas antagoniser, et là je pense qu'il met le doigt sur quelque chose. On peut critiquer, on peut dire nous sommes, nous la jeunesse, en train de périr, comme le dit Louis, vous allez nous donner une planète en très mauvais état, mais quand même ce sont des chefs d'État et de gouvernement qu'il faudrait inviter à monter à bord, et si elle devient en quelque sorte la critique permanente et la critique acerbe de tout le monde, je ne pense que ça ne va pas profiter à la cause qu'elle défend. La deuxième chose, c'est que je m'inquiète un peu de son instrumentalisation, non pas par ceux qui l'entourent immédiatement, comme on l'a dit parfois, par sa famille, etc., mais par des dirigeants d'organisations internationales qui veulent attirer la lumière sur eux et qui donc invitent Greta Thunberg. Et là, il faut faire très attention parce que vous savez, le problème de l'ONU, l'ONU est une maison généreuse et formidable, mais ils sont tous à la recherche de lumière, toutes ces organisations. C'est peut-être ce qui dérange, c'est qu'elle y arrive. Elles veulent tous des médias, etc. Et donc, inviter Greta pour avoir la lumière, moi, ça m'inquiéterait. C'est vrai. Jean-Philippe ? Je suis tout à fait d'accord avec cette approche-là. C'est qu'il y a évidemment une utilité de l'alerte. C'est l'icône mondiale désormais de l'alerte sur le climat. Mais il y a la contre-productivité de la radicalité de l'alerte. C'est qu'à un moment donné, si elle s'enferme d'ailleurs dans une posture de crispation, où ce n'est plus l'écologie dénonciatrice, enfin le propos écologiste de la dénonciation, c'est le propos écologiste de l'accusation, une sorte de procureur, d'un seul coup, de tous les politiques mis dans le même sac, avec une double injustice. Mais alors qui va-t-on écouter, puisque le GIEC n'est pas entendu, les scientifiques. Je voudrais juste finir sur le point où elle met aussi des choses qui n'ont rien à voir dans le même sac. Excusez-moi, mais quand elle accuse 5 pays en mettant la France et le Brésil dans le même sac de la non-action pour le climat, la France, certes, il y a des progrès à faire au niveau français déjà et au niveau international par la France, mais les accords de Paris ont eu lieu où ? Grâce un peu à la France, d'une part. Et sur le Brésil, quand le président français actuel s'organise avec des pays d'Amérique du Sud, le Chili, la Bolivie, pour essayer de lutter contre la déforestation au Brésil, et que le président brésilien dit non, on ne peut pas mettre la France et le Brésil dans le même sac sur le climat. C'est pas possible. Donc, à un moment donné, il faut être pas totalement sérieux. On ne lui demande pas d'être diplômé au bac plus 8 du climat, mais il faut qu'elle essaye d'éviter cette posture qui devient crispée. Et c'est cette crispation qui peut faire être contre-productive sur l'idée civique qui doit concerner les citoyens aussi, comme les politiques, d'avancer d'un même mouvement pour la lutte contre le réchauffement climatique. Vous aussi, vous pensez que c'est contre-productif ? Oui, je pense que c'est contre-productif. Elle devrait être dans l'action parce que j'ai vu ces derniers mois beaucoup de mouvements qui se sont organisés dans des villes pour le nettoyage des plages, pour le ramassage des ordures dans les villes, les ramassages du déchet. Je pense qu'on doit être dans quelque chose de ce type-là. On doit être dans l'exemplarité, plus que dans la dénonciation. La dénonciation, nous sommes d'accord sur le constat. Nous sommes d'accord sur le fait que suffisamment d'efforts ne sont pas produits pour sortir de ce handicap-là. Mais la dénonciation stérile, malheureusement, n'apportera pas grand-chose. Voilà. Et donc, là, il y a consensus total sur la question de Greta.
Attention, parce que je pense Elle a une utilité quand même, pas qu'on critique Greta Thunberg en tant que telle. Il se trouve que là, c'est en train de devenir un système. Et par ailleurs, n'oublions quand même pas que derrière ces chefs d'État et de gouvernement, il y a dans pas mal de pays de la planète des sociétés très traditionnelles. Et ces sociétés très traditionnelles, qu'est-ce qu'elles voient? Elles voient, pardonnez-moi, une adolescente à la peau blanche d'un pays par ailleurs qui a les moyens et qui vient s'ériger en procureur international. Alors moi j'attends, comme le dit Louis, moi j'aimerais bien qu'il y ait une Greta Thunberg africaine, une Greta Thunberg latino-américaine. Quand c'est l'Amérique latine, c'est le chef Raoni qui était une personnalité dotée d'une grande crédibilité, mais qui a quand même un âge certain. Donc il faut que Greta Thunberg s'entoure de gens de son âge. Au fond, il faut vraiment qu'elle joue collectif. Or, peut-être est-elle tentée en ce moment, je ne le sais pas, de jouer individuel et ce serait un grand tort. Elle draine quand même des millions de jeunes dans la rue, partout dans le monde. C'est assez exceptionnel quand même ce qu'elle a réussi à faire. C'est exceptionnel, effectivement, de drainer autant de monde. Donc c'est ça qui est positif, c'est que les jeunes se reconnaissent en cette icône. Mais il y a ce sujet aussi qui m'inquiète d'ailleurs pour elle aussi, c'est le côté sacrificiel. C'est qu'à un moment donné, quand elle dit « vous m'avez volé ma jeunesse », vous m'avez empêché d'aller à l'école. Enfin, on a envie de lui dire... de vos 16 ans, Jean-Philippe. Oui, mais c'est un âge où on prend les choses un peu plus à cœur. Non, mais de là à dire qu'on lui a volé quoi? Non, on ne lui a pas volé. Elle s'est mise au service d'une cause, c'est très bien. Cette adolescente aurait pu aller à l'école, elle a fait son choix, mais qu'elle ne nous reproche pas collectivement dans la terre entière de lui avoir volé sa jeunesse et d'avoir empêché d'aller à l'école. C'est pas possible. C'est ce côté sacrificiel qui est un petit peu dangereux dans la mécanique de sacrifice. Ça peut aller loin aussi, y compris en négatif pour sa propre personne, son propre équilibre et le propre force de son discours, finalement. Et alors, pour sourire un peu, vous imaginez le nombre d'ados dans le monde maintenant qui vont reprocher à leurs parents de leur voler le droit d'aller à l'école, etc. Je pense qu'ils n'ont pas attendu Greta pour leur reprocher tout un tas de choses. Je pense surtout qu'au-delà de se focaliser sur Greta, l'idée aujourd'hui serait que chacune des personnes qui peut avoir un impact joue son rôle à fond pour que l'on évite ce réchauffement qui est en train de monter. Parce que en se focalisant sur elle, on oublie aujourd'hui l'urgence climatique qui est quand même le dossier de fond. C'est pas savoir si elle a raison ou pas, c'est de savoir si on arrive à empêcher la remontée de température qui passe déjà à 2 degrés. Voilà. On a épuisé nos réserves déjà. Ça serait le paradoxe que Greta empêche collectivement de bouger, mais on peut bouger sans Greta, effectivement. Greta Thunberg vient d'arriver il y a 1 an et pourtant les chefs d'État ont déjà depuis 30 ans ce dossier, mais force est de constater que ça ne bouge pas beaucoup. Ça n'avance pas assez vite, mais c'est faux de dire que ça ne bouge pas du tout. Donc il y a une réalité qui n'est pas la plus simple, c'est de changer notre système de transition énergétique global et de lutter contre le réchauffement climatique. Si c'était rapide et facile, ça se saurait quand même. Louis, un dernier mot. Oui, il y a un principe qui avait été instauré, c'était celui du pollueur-payeur. Je ne sais pas ce que cela a donné. D'ailleurs, pour revenir à Jacques Chirac, il avait instauré une taxe sur les billets d'avion qui devait servir à financer ce fonds-là, qui devait servir à ce que l'on préserve davantage l'environnement. Je ne sais pas ce que cela a donné, mais je pense que ce sont des mesures comme celle-là qui apporteront probablement des résultats beaucoup plus probants que les contestations ou les dénonciations que l'on peut avoir à la tribune des Nations Unies ou ailleurs. Même si on a vu que les taxes ne faisaient pas plaisir aux gilets jaunes qui parlaient de la fin du mois en l'opposant à la fin du monde, ce qui est totalement, d'ailleurs, en partie une vue de l'esprit, parce que la fin du mois peut être favorisée aussi grâce à des mesures écologiques aussi, et notamment de sobriété de dépenses énergétiques. Mais en tout cas, ces oppositions entre taxes contre le carbone et pour la lutte contre le réchauffement climatique était un vrai sujet qui ne met pas tout le monde d'accord, en France en tout cas. Richard, alors moi je suis pour le bien-être des familles et des parents, donc je suggère à Greta Thunberg une toute petite cure de silence avant qu'elle revienne sur le devant de la scène.